Une lettre posée sur une table. Un appartement parisien au silence lourd, comme après un orage. Le papier n'a pas de parfum, pas de fioriture, juste une écriture nette tranchante qui dit « l'indicible, c'est fini ». Elle entre encore couverte de la poussière du plateau, avec ce mélange de fatigue et de lumière que les projecteurs laissent sur la peau. Elle s'appelle Romy. Pour le monde entier, elle est l'impératrice d'un conte éternel. Pour elle, à cet instant, le conte s'effondre. On raconte que l'amour, quand il s'en va, claque la porte. Ici, il a claqué par une feuille blanche. Elle lit une fois, deux fois. Les mots ne se brisent pas. C'est le cœur qui cède. Tout ce que Paris a applaudi la grâce, la précision, cette façon de faire trembler une paupière et de bouleverser une salle ne sert à rien face à une phrase sèche. Il ne reste que ce bruit sourd dans la poitrine, la sensation d'être dévêtu dans une pièce glacée. La ville continue de tourner les kiosques en pile des affiches où elle sourit. Elle s'assoit. L'icône devient femme et la femme tombe. Comment un amour né dans l'or des studios embrasés par la jeunesse et la promesse a-t-il pu choisir une sortie si froide? Comment deux êtres devenus malgré eux le miroir d'une époque se sont-ils retrouvés à parler la langue? Des adieux muets, la lettre ne donne pas d'explication. C'est sa cruauté. Elle ouvre une faille. On y glisse tous les soirées les promesses, les disputes étouffées, les regards que l'on n'osait plus soutenir. Les journaux écriront des colonnes. Les photographes fouilleront les trottoirs, les amis poseront des mains sur une épaule qui tremble. Mais la vérité d'une blessure n'appartient qu'à celle qui saigne. Et pour comprendre comment l'impératrice des écrans a appris la douleur des femmes, il faut revenir là où les contes commencent vraiment l'enfance, les ombres, les silences, car avant la lettre, il y a ce que la vie avait déjà inscrit en elle. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Avant de devenir la muse adorée des caméras Romy, portait déjà en elle une fragilité ancienne cousue dans les plis de son enfance. Née en 1938 à Vienne, elle grandit au cœur d'une Europe qui sortait à peine de la guerre, dans une famille où l'art et le cinéma régnaient comme une seconde nature. Son père Wolf Albacretti, acteur autrichien à la prestance distante, et sa mère Magda Schneider, comédienne respectée, baignaient dans la lumière des projecteurs. Mais dans l'ombre de leur succès, le couple se brisa. La séparation fut un séisme intime pour l'enfant. Elle découvrit tôt ce que signifie l'absence, le vide laissé par un père qui ne reviendra pas. Magda, volontaire et ambitieuse, voulut combler le vide en projetant sa fille sur scène. Romy, encore adolescente, se retrouva happée par l'univers du cinéma, guidée d'une main ferme, mais aussi d'une pression constante, être belle, être docile, répondre aux attentes. Derrière l'apparence sage de la jeune fille se formait pourtant une âme inquiète. Elle cherchait l'amour, comme on cherche un refuge avec l'avidité de ceux qui ont trop manqué de chaleur. La tendresse manquée du père, la rigueur de la mère, tout cela dessina un cœur avide d'absolu. À l'école, elle brillait peu par les notes, mais beaucoup par sa présence. Ses camarades remarquaient déjà cette intensité, dans le regard comme si la jeune Romy vivait ailleurs, dans une contrée intérieure, où le réel pesait trop lourd. Elle riait certes, mais d'un rire qui cachait déjà les ombres. Plus tard, elle dira combien elle avait besoin d'être aimée pour se sentir exister. C'était sa force et sa malédiction, offrir tout, attendre tout. Cette faille originelle explique tant de choses. Quand un homme entrait dans sa vie, elle lui offrait non seulement son corps et son talent, mais aussi ce qu'il y avait de plus fragile, son besoin de réconfort, de stabilité d'une maison intérieure que l'enfance ne lui avait jamais donné. Et c'est être pour cela que sa rencontre avec Alain Delon allait être si foudroyante. Il représentait à la fois la passion et le danger, la lumière et le gouffre. Mais avant ce choc, il eut la gloire, ce manteau étincelant qui la protégea autant qu'il l'étouffa. Au sortir de l'adolescence, Romy Schneider fut propulsée au-devant de la scène avec une fulgurance qui la dépassa. À 15 ans à peine, elle incarna Sissi, l'impératrice d'Autriche, dans une trilogie qui fit d'elle l'idole de toute une génération. L'Europe s'est pris de ce visage angélique, de ce sourire qui semblait guérir les blessures de l'après-guerre. L'écran la couronna d'une lumière douce, presque irréelle. Romy devenait la princesse éternelle d'un conte moderne. Mais derrière ce succès colossal, la jeune actrice suffoquait déjà. Le rôle de Sissi répétait à l'infini dans les affiches, et les journaux la réduisaient à une image immuable prisonnière d'un rêve qui n'était pas le sien. D'un tempérament passionné, Romy refusa d'être figée dans cette cage dorée. Elle quitta l'Allemagne et osa Paris, capitale du cinéma d'auteur. Là, le regard des réalisateurs changea. Elle ne fut plus seulement l'impératrice de celluloïd, mais une femme capable d'incarner les zones d'ombre, la complexité et la douleur. Sous l'objectif de Luchino Visconti, d'Orson Welles ou de Claude Sautet, elle devint une muse moderne, déchirée, infiniment humaine.
Son jeu d'une vérité presque brutale bouleversait les spectateurs, chaque larme semblait jaillir non d'un rôle, mais de sa propre vie. Pourtant, cette ascension fulgurante n'effaça pas les fissures. La gloire la suivait partout, l'empêchant de respirer. Les tapis rouges, les flashs des photographes, les interviews où l'on répétait toujours la même question « Et Alain ?» ou « Vous souvenez-vous de Sissi ?» tout cela devenait un carcan. Derrière, le maquillage et les projecteurs Romy, restait une femme vulnérable, souvent seule, dans des chambres d'hôtel impersonnelles, hantée par le sentiment de n'être qu'une vitrine. Ses collègues voyaient en elle une actrice d'exception, mais rares étaient ceux qui percevaient le poids qu'elle portait, le besoin d'amour, l'angoisse de l'abandon, l'impression constante de jouer un rôle même hors caméra. La gloire, au lieu de la libérer, accentuait son isolement, car plus elle brillait aux yeux du monde, plus son intimité se vidait. Et dans ce vide allait entrer un homme avec ses éclats de lumière et ses ténèbres. Un acteur comme El Jeune-Beau, insolent prêt à incendier tout ce qu'il touchait. C'est dans cette faille que le destin plaça Alain Delon, et avec lui, l'histoire d'amour la plus célébrée et la plus dévastatrice du cinéma européen. Ils se rencontrèrent en 1958 sur le tournage du film Christine. Elle, déjà auréolée de gloire grâce à Sissi, portait encore cette aura de princesse que l'Europe admirait. Lui, Alain Delon, n'était qu'un jeune acteur au charme animal presque inconnu, mais qui dégageait une intensité magnétique. Dès le premier regard, la flamme prit une attirance immédiate violente, comme si deux astres s'étaient percutés. Devant la caméra, leur regard semblait écrire eux-mêmes le scénario. Hors champ, l'idylle commença. Le public fut fasciné. La presse célébra leur liaison comme le mariage du ciel et de la terre, la douceur lumineuse de Romy et la fougue indomptable de Delon. Très vite, ils devinrent le couple mythique de l'époque photographié dans les soirées suivies jusque dans les rues de Paris. On parlait d'eux comme d'un conte de fées moderne, une romance qui traversait les frontières entre l'Autriche et la France, entre innocence et rébellion. Romy croyait avoir trouvé ce qu'elle cherchait depuis l'enfance, un amour absolu, une maison pour son cœur blessé, mais derrière l'image parfaite des fissures apparurent. Delon était un esprit libre amateur de fêtes de nuit, sans fin d'expériences nouvelles. Romy, elle avait soif de stabilité, de tendresse. Il aimait séduire, elle aimait s'attacher. Rapidement, les disputes éclatèrent. Elle souffrait de ses absences, de ses excès. Il étouffait dans son besoin d'absolu. Les promesses d'union éternelle se heurtaient aux réalités d'un couple trop jeune, trop exposé, trop différent. La passion les liait autant qu'elle les détruisait. Ils s'adoraient avec une intensité qui consumait, se réconciliaient dans des élans de fièvre, pour replonger dans les mêmes conflits. Leurs proches parlaient d'un amour orageux, impossible à dompter, et pourtant Romy fermait les yeux. Elle croyait qu'en aimant assez fort, elle finirait par guérir les ombres d'Alain. Elle pensait qu'en offrant tout, elle recevrait, enfin, la certitude d'être aimée. Mais l'amour, quand il se transforme en dépendance, devient une prison invisible. L'année 1963 fut le tournant. Alors qu'elle tournait à Hollywood confiante dans la solidité de leur lien, elle retrouva à son retour un appartement vide et sur une table une simple lettre. Alain Delon y mettait fin sans explication, sans confrontation. Pas de mots tendres, pas de revoir, dignes de leurs 5 années de passion. Seulement quelques lignes sèches abandonnées comme on pose un fardeau. Le coup fut terrible. Romy lut et relut cette lettre, incapable de comprendre comment un amour qui avait embrasé l'Europe pouvait s'éteindre dans le silence d'un papier froissé. À partir de cet instant, quelque chose se brisa en elle. Son univers s'effondra, la confiance, la certitude de mériter l'amour, tout disparut. Elle tomba dans une spirale de mélancolie, de doute, parfois d'autodestruction. Le conte de fées s'était mué en cauchemar, et l'icône, devenue femme abandonnée, portait désormais une blessure que rien ne parviendrait jamais à refermer. Car si la lettre était brève, ses conséquences furent infinies. Elle marqua la fin d'un amour, mais aussi le début d'une série de drames qui allait poursuivre Romy toute sa vie. Ce qui devait être une histoire d'âme sœur se transforma en l'une des tragédies les plus célèbres du cinéma européen. Après la lettre Romy n'était plus jamais la même. Elle tenta de se reconstruire, multipliant les projets de films comme pour étouffer le vide intérieur. Elle connut d'autres hommes, d'autres unions, mais aucune ne combla la blessure originelle laissée par Delon. Chaque succès professionnel portait en lui un goût amer, comme si l'applaudissement masquait à peine l'écho d'un cœur fissuré. Derrière les sourires imposés sur les affiches, ses proches décrivaient une femme tourmentée, sujette à des crises de larmes, parfois incapable de sortir de son lit. La dépression devint son ombre fidèle. Elle épousa Harry Meyen, metteur en scène allemand, avec qui elle eut son premier enfant David. Mais le mariage fut orageux, disputes, solitude, incompréhension. Meyen lui-même, en proie à ses propres démons, mit fin à ses jours en 1979. Romy, déjà fragile, reçut ce drame comme une nouvelle déflagration.
Son deuxième mariage avec Daniel Biasini ne fut guère plus heureux, comme si le destin s'acharnait à répéter le scénario de l'abandon, puis vint l'événement irréparable, celui qui mit un terme à toute possibilité de guérison. En 1981, son fils David, âgé de 14 ans, escalada par jeu la grille de la maison de ses grands-parents. Une tige de fer lui transperça l'abdomen. L'enfant mourut des suites de cette blessure absurde et cruelle. Pour Romy, ce fut l'apocalypse. Elle qui avait tout donné à ce fils qui voyait en lui, la seule certitude de l'amour pur fut plongée dans un gouffre de douleur qu'aucun mot ne peut contenir. On raconte qu'elle errait le regard perdu comme une ombre répétant sans fin que la vie n'avait plus de sens. Les journaux couvrirent le drame avec voracité. Les photographes traquèrent son visage ravagé par les larmes, exposant sa souffrance au monde entier. Le public choqué partageait sa peine, mais assistait aussi impuissant à la lente désagrégation d'une femme qui avait incarné tant de grâce. Romy, déjà fragilisée par des années de blessures affectives, s'effondra définitivement. Elle se réfugia dans l'alcool, les médicaments cherchant dans l'oubli une trêve à son supplice. En mai 1982, on la retrouva morte dans son appartement parisien. Officiellement, il s'agissait d'un arrêt cardiaque. Mais beaucoup parlèrent d'un suicide voilé d'un cœur trop meurtri pour continuer à battre. Elle avait 43 ans. Sa disparition bouleversa l'Europe entière. La petite impératrice de l'écran, devenue femme tragique, quittait la scène de la vie dans le silence, comme elle avait été quittée jadis par une simple lettre. La tragédie de Romy Schneider n'était plus seulement une histoire intime, elle devenait un miroir tendu à toute une société, celle qui idolâtre, qui consomme l'image des stars, mais qui détourne le regard quand ses idoles se brisent. Le paroxysme de son existence n'était pas seulement la perte d'un amour ou d'un enfant, mais la démonstration brutale de ce que la gloire ne protège de rien, ni de l'abandon, ni de la solitude, ni de la mort. Et dans ce silence retentissant qui suivit sa disparition, une question obsédante planait, pourquoi personne n'avait su la sauver? Il n'y eut pas de tribunal au sens strict dans l'histoire de Romy Schneider. Personne ne fut traduit devant un juge pour avoir brisé son cœur ou pour avoir emporté la vie de son fils. Pourtant, sa tragédie fut bel et bien jugée, disséquée, commentée, comme si l'opinion publique tenait lieu de cour. La presse avide de récits sensationnels transforma chaque épisode en chronique judiciaire imaginaire. On cherchait un coupable Alain Delon pour la lettre cruelle, Harry Mayenne pour les blessures conjugales, le destin pour la mort absurde de David. Mais au fond, aucune condamnation ne pouvait réparer ce qui avait été détruit. Les funérailles de Romy en mai 1982 devinrent un événement national. Des milliers de fans anonymes et célébrités confondues se pressèrent pour rendre hommage à celle qui avait illuminé les écrans. Les photographes capturèrent un cliché resté célèbre, Alain Delon effondré, veillant auprès du cercueil de celle qu'il avait tant aimée et tant fait souffrir. L'image poignante ressemblait à un aveu silencieux, comme si la justice du destin se jouait là dans ce face finale, entre l'homme et la femme qu'il avait quitté par quelques lignes tracées à la hâte. La société française, elle se pencha sur la condition des femmes à travers ce drame. Romy incarnait la figure de la femme moderne, libre, indépendante, mais vulnérable face aux violences invisibles de l'amour toxique et des pressions médiatiques. On parla d'elle comme d'une victime des attentes contradictoires, être star et mère, parfaite, amante, passionnée et professionnelle, irréprochable. Ces failles furent exposées comme autant de leçons pour un public partagé entre compassion et voyeurisme. Les répercussions ne furent pas juridiques, mais culturelles. Dans les cercles du cinéma, beaucoup évoquèrent le besoin de protéger davantage les artistes contre l'isolement et les dérives de la célébrité. Les faneux gardèrent le souvenir d'une femme sacrifiée sur l'autel de l'amour et de la gloire. Le procès véritable fut celui du temps et de la mémoire, un réquisitoire contre une époque qui avait idolâtré une jeune fille sans jamais lui offrir la tendresse dont elle avait désespérément besoin. Et, au bout du compte, la seule condamnation palpable resta celle de nos consciences collectives. Car si Romy Schneider fut jugée par les regards, elle ne fut jamais défendue comme elle aurait dû l'être. Quand les lumières s'éteignirent sur la vie de Romy Schneider, il resta une œuvre flamboyante, fragile et immortelle. Ces films traversent encore le temps, La piscine où son regard brûle face à Delon, César et Rosalie, où elle incarne la femme partagée entre deux amours. L'important, c'est d'aimer où chaque larme semble sortir d'une plaie réelle. Sur l'écran, elle fut toujours plus qu'une actrice, une vérité nue, une âme offerte. Chaque rôle résonnait comme une confession. Mais au-delà des images, c'est son destin qui hante encore les mémoires.
Elle est devenue le symbole de cette contradiction insoutenable, être adulée par des millions de spectateurs et mourir dans la solitude. Sa vie rappelle que la célébrité n'est pas un rempart contre la douleur, mais parfois un accélérateur de chute. Romy incarne l'éternelle question: jusqu'où peut-on donner de soi sans se perdre entièrement? Ses proches, ses collègues, ses admirateurs continuent de la célébrer, non pas seulement comme l'impératrice de Sissi, mais comme une femme qui osa aimer avec excès, qui vécut avec intensité et qui en paya le prix ultime. Dans chaque hommage, il y a une tendresse, une culpabilité, comme si la France entière reconnaissait avoir trop regardé l'icône et pas assez vu la femme. Aujourd'hui, son héritage n'est pas seulement cinématographique, il est aussi social et humain. Elle nous laisse une mise en garde contre les amours qui dévorent, contre les illusions de la gloire, et un appel à la compassion pour ceux qui, derrière les sourires et les projecteurs, portent des blessures invisibles. Et dans la mémoire collective, Romy Schneider demeure une lumière brisée, mais une lumière qui continue de trembler au fond des cœurs.